Vous écoutez, les femmes qui lisent ne sont pas toujours dangereuses. Avant d'appuyer sur le bouton play et d'enregistrer l'épisode, il y a cette légère appréhension, ces rires qui masquent notre coup de stress. Pourtant, on le sait, ce n'est pas grave de se tromper. On peut reprendre, c'est l'avantage du montage. Alors on avale notre dernière gorgée de thé, relit une dernière fois nos notes, on inspire et on se lance. Avant d'appuyer sur le bouton play, il y a 4 étages à monter et un dessin du Seigneur des Anneaux qui nous attend sur le paillasson de Karen, dont le salon se transforme en studio pour quelques heures. Avant, il y a nos fous rires, nos anecdotes partagées, nos confidences, le socle de notre amitié. Il y a tout ce qu'on ne s'est pas dit et qu'on doit absolument se raconter. Alors le temps que l'eau bout, que les douceurs sucrées et chocolatées soient déballées, on papote. Avant, il y a ces romans, essais, bandes dessinées échangées. Nos coups de cœur se passent de main en main. Nos sacs se vident pour mieux se re-remplir. Avant d'appuyer sur le bouton play, on inspire, se sourit et se lance. Car parler littérature avec vous nous fait vibrer. Vous écoutez Les femmes qui lisent ne sont pas toujours dangereuses, épisode 3. Ce podcast est présenté par Laura, Nina, Karine et Karen. Le cimetière de la mer de Aslak Nord. Alors dans la rubrique des envies d'ailleurs, on a choisi un roman norvégien. Vous l'avez toute lue grâce au prix des lectrices L 2023, parce que ça commence à dater. Et en plus, ils viennent de sortir les derniers nominés donc de 2024. Et donc moi, je pense que j'ai été très nostalgique d'ailleurs. Cette période soirée. Ce livre, en fait, on l'a choisi parce qu'on avait tout aimé. On a des super souvenirs. Ça nous a quand même de retrouver notre critique et de voir ce qu'on avait dit réellement. Parce qu'en fait, moi, j'ai un très très bon souvenir. Je me rappelle les grandes lignes. Et après, c'était comment est-ce qu'on vous le présente. Ça a été l'enjeu ici, c'est de dire comment est-ce qu'on retrace du coup toutes les émotions qu'on a vécues dans cette lecture. Et on voulait le présenter parce que le 2e tome est sorti. Donc du coup, si vous voulez lire le 2e, commencez par le premier. C'est recommandé. Alors du coup, sans suspense, le roman dont il s'agit, c'est Le cimetière de la mer de Aslak Nord, donc N-O-R-E. Ce roman, en fait, il est catalogué dans roman policier. Mais en fait, pour moi, ce roman n'est pas forcément une enquête policière à proprement parler. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, on a une mort, donc c'est Vera Falk qui meurt dès le départ. En fait, c'est de là que le roman commence, mais au final, il est indiqué qu'elle se suicide. Et en fait, on a plutôt ici un roman d'enquête dans l'histoire familiale de Vera, avec en fond l'espionnage et la collaboration avec l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale. Parce que Vera Falk et sa famille, c'est une grande dynastie, une famille assez aisée en Norvège. Et du coup, en se suicidant, il y a le testament qui disparaît. Et l'enquête tournait autour de la disparition du testament plus que de la mort de Vera Falk. Elle aurait écrit. C'est ça. Elle a caché des secrets dans ses manuscrits. Qui révèle le passé sombre de la famille. Voilà. Et donc, comme Vera, c'était la seule, la détentrice de cet héritage, en fait, sa disparition est un cataclysme pour le devenir de ses biens et de la société familiale qui se nomme Saga, donc S-A-G-A. Et donc, sa petite fille, Sacha, si je me rappelle. C'est ça, Sacha. Va, du coup, en fait, elle était très proche de sa grand-mère et elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé et de voir où est ce fameux testament que la grand-mère a voulu le cacher et aussi, où est ce fameux roman manuscrit, qu'elle aurait pu écrire et qui serait la clé de tous les secrets de la famille. Moi, je trouve que oui, c'est pas vraiment un polar. Pour moi, c'est vraiment un roman de famille et un roman historique. Parce que c'est vrai que moi, je suis pas très calée sur l'histoire de la Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est hyper intéressant et en fait, cette période de l'histoire joue énormément dans le roman. Elle a un impact très fort. Et j'ai beaucoup aimé aussi la relation du coup entre la protagoniste principale, puisqu'en fait, ça va être donc c'est Sacha qui va du coup engager toute la recherche. Et donc elle a une relation avec son père qui est particulière. Elle a une relation très forte avec sa grand-mère. J'ai beaucoup aimé ce roman. De toute façon, j'ai très très envie de lire le 2e. Moi, ce que j'ai beaucoup aussi aimé, c'était toutes les intrigues. Du fait qu'il y a des intrigues aussi bien politiques, parce qu'il y a aussi des secrets d'État liés aussi aux secrets de famille. Donc, il y a des secrets, toutes les intrigues aussi autour de la famille. On retourne aussi dans le passé, donc on veut comprendre ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a tellement de choses qu'on veut savoir qu'on dévore le roman et qu'on se laisse emporter par les multiples intrigues et tout ce qu'on apprend aussi historiquement sur justement ce passé de la Norvège que moi personnellement que je connaissais pas, les liens qu'ils avaient de collaboration avec l'Allemagne nazie. Il y a de la psychologie, il y a beaucoup de rebondissements.
Et c'est un roman qui est passionnant et pareil, j'ai vraiment hâte de lire le 2e tome. Ah bah c'est très marrant parce que non, moi j'ai aimé le roman, mais j'ai pas forcément envie de lire le 2e tome parce que voilà, j'ai pas été totalement embarquée. J'ai bien aimé, mais j'ai pas été totalement embarquée. Le premier se suffit en fait. Ouais, voilà, tu vois. Ça c'est mon avis après. Hein. Après chacun se fait son avis bien sûr, mais effectivement il y a ce que j'ai apprécié là-dedans, c'est la partie historique. Le fait de voir comment en fait on se détruit un petit peu dans ce type de famille. Voilà, ça c'est de l'argent. Voilà, exactement. Donc voilà, j'ai aimé cet aspect-là, mais c'est pas un roman qui m'a totalement embarquée. Donc voilà, je l'ai apprécié, mais c'est pas un coup de cœur. Ça c'est la phrase de Karine. En fait, quand vous entendez cette phrase, il faut savoir que c'est Karine. Non, c'est vrai que ça fait un peu penser à une série finalement. Ah, complètement. Parce que les intrigues, les secrets de famille, chacun a un peu ça passe à tard. Il y a son type de caractère. Il y a le frère qui a aussi un passé un peu sombre, la sœur aînée qui est Miss Parfaite, le père qui sait pas réellement bien se construire, la grand-mère aussi qui est pas forcément la grand-mère gâteau. Et du coup, on a un peu pris dedans un peu comme une bonne série mise en livre. Donc c'était le roman Le cimetière de la mer de Aslak Nord, publié chez Le Bruit du Monde en grand format. Donc il a aussi été publié en poche chez 10-18. Et en fait, moi, j'avais lu aussi un autre roman. Alors, c'est pas du tout dans le même style, et ça se passe en Suède. C'est Les héritières de Lowenhof, publié aux éditions Charleston. Donc, j'avais lu le premier tome, et c'était pareil. Ça se passe dans la haute bourgeoisie suédoise, plutôt dans la fin des années 1910. Et pareil, on a en fait un père qui décède, donc qui laisse un domaine à la famille. Et au final, normalement, c'était le fils qui devait le reprendre, mais voilà, il lui arrive quelque chose, donc c'est la fille qui doit le reprendre. Et voilà, donc il y a plein d'intrigues qui se passent aussi. Pareil, qu'est-ce que c'est que d'être une femme et de gérer un domaine, surtout dans un milieu où elle n'est pas attendue en fait, parce qu'à la base c'était son frère. Et j'ai bien aussi aimé découvrir ces sociétés-là qu'on connaît pas, donc que ce soit la Norvège pour le cimetière de la mer ou la Suède pour du coup les héritières de Lowenhof. Les enfants endormis d'Anthony Passeron. On a décidé de recycler un peu nos lectures du prix L, parce qu'en fait, entre les 2 podcasts, on n'avait pas assez de temps pour s'échanger tous les livres. Donc là, on s'est entendu. On a décidé de choisir ceux qui nous ont plus marqué, on va dire. Et donc là, cette fois-ci, on va vous parler des enfants endormis d'Anthony Passeron. Bon, on va pas cacher ça, un coup de cœur pour tout le monde. Ce livre raconte, à la base en fait, Anthony Passeron raconte une histoire vraie, son histoire familiale. 40 ans à la suite du décès de son oncle, il décide de remettre le nez dans cette histoire. Son oncle, il est donc le frère de son père, si je me souviens bien, donc le frère de son père. Donc ses grands-parents, ils vivent dans un village dans le sud de la France, ils ont une boucherie et ils sont plutôt bien connus dans le village, une bonne situation. Et ils ont donc des enfants et dont un fils qui, on va dire, ne rentre pas forcément dans la norme, ils en sont pas forcément très fiers, puisqu'en plus on se rend compte petit à petit qu'il se drogue, et arrive le VIH et donc le sida, puisqu'il le développe. C'est surtout une histoire sur la maladie de son oncle, sur les réactions de sa famille par rapport à cette maladie-là, dans les années 80, donc on est en plein dedans, et c'est les années 80. Ouais, les années 80, ouais. C'est vraiment le tout début, donc on connaissait pas trop, puis c'était très très tabou à l'époque. Oui, exactement. Et à côté de ça, ce qui est très intéressant dans la construction de ce roman, c'est que, donc, roman, on dit ça, c'est quand même un essai. C'est plutôt un essai, oui. Donc, du coup, on a, dans la construction de ce bouquin-là, on a un chapitre sur sa vie, donc sa vie familiale, et un autre sur, justement, la course scientifique pour trouver d'où viennent ces symptômes, comment ça se fait qu'il y a autant de morts, et donc cette épidémie-là, elle va le décortiquer et il va faire toute une enquête et donc va mettre en lumière, parce que c'est vrai que moi on va encore dire, mais on passe pour des gros incultes, mais à chaque fois c'est vrai, hein, c'est des choses on se cultive là-dedans. C'est un des objectifs des livres, c'est se cultiver aussi. Oui.
Mais encore une fois, donc, bon, forcément, on a tous entendu parler du sida, mais c'est vrai que toute les origines et puis la partie scientifique, finalement, on peut parler. La percée scientifique. Il met vraiment en lumière aussi bien les chercheurs, et surtout les chercheurs français, parce qu'on parle souvent des chercheurs américains, c'est ça qui était intéressant. Et là, et justement lié à cette histoire-là d'enchaînement scientifique et de découverte, il y a, on va dire, une enquête et un... Oh, j'ai pas les mots. Oui, il fait un travail journalistique. Ouais, journalistique, oui. C'est vraiment, il met en parallèle sa vie personnelle et familiale et toute la vie scientifique, toute l'évolution de cette maladie. Il y a quand même un enjeu, c'est ça dont je veux parler, c'est qu'il y a un enjeu, puis on est très frustrés, parce que moi, c'est vrai que, juste pour vous en dire un bout, c'est qu'on a donc des équipes nationales de scientifiques qui s'affrontent sur justement l'enjeu, c'est de trouver qu'est-ce que c'est que cette maladie-là, et en fait, on est quand même extrêmement frustrés, là où il y a des scientifiques français qui avancent de leur côté et qui ont sensiblement de l'avance, justement sur cette découverte-là, face à des scientifiques américains qui sont beaucoup plus reconnus internationalement, et donc de moyens financiers, qui ont beaucoup plus de moyens financiers, et donc du coup cette épidémie, elle va souffrir de cette guerre d'ego. Oui, c'est surtout ça qui nous soutient. Moi, c'est plutôt de la colère que de la frustration, parce que tu dis en fait, c'est encore, on a un non-soutien de l'État français et dans cette recherche, je veux dire, aussi bien financière que il fallait fermer les yeux parce que c'était un peu une honte, donc on se dit non, ça ne touche pas ici. Oui, puis parce qu'en fait ça touchait une population en plus, donc les drogués, les homosexuels, donc du coup forcément au départ c'était on a ce tabou, on ne regarde pas et puis on les laisse crever. On se met des œillères et on les abandonne, et donc du coup c'est vrai qu'on voit vraiment qu'il y a eu des échecs alors qu'ils auraient pu avancer, alors qu'ils auraient pu trouver un traitement beaucoup plus rapidement s'ils avaient eu un soutien. S'ils avaient collaboré. S'ils avaient collaboré aussi, et s'ils avaient été soutenus. Et donc c'est vrai que ce livre-là, moi, ça a été une passion. Je l'ai dévoré, j'ai adoré la plume. Et c'est cet enchaînement entre les deux histoires, donc la partie un peu plus internationale et l'histoire très, très privée, très confidentielle de cette famille. Je trouve que ça se marie très bien. Ben, je te rejoins parce que moi, j'ai adoré aussi cette histoire. Je pense que c'est une histoire qui me marque aussi. Parce que, là, encore aujourd'hui, pourtant ça fait un moment qu'on a lu le bouquin, mais aujourd'hui encore, je me souviens plutôt bien de l'histoire, plutôt bien du déroulé, et plutôt bien de la fin aussi qui m'a vraiment marquée, puisqu'on est sur de la non-fiction, en fait, finalement, au niveau du genre. Et pour moi, c'était vraiment une claque littéraire. Voilà. Pour moi, c'était une claque littéraire. L'histoire de l'oncle est très touchante. Moi, c'est vraiment l'histoire qui m'a le plus marquée, parce que il y a ce côté où on a le regard des autres sur soi, sur sa famille. On ne sait pas trop où se mettre, où se placer. Alors, ces personnes-là, sa famille, effectivement, tenaient une boucherie à l'époque, etc. Le fait qu'ils aient un fils, qui rentrait pas forcément, voilà. C'était en plus le fils préféré. Et le fils préféré qui finalement, déçoit, tout le monde. C'est un peu difficile dans un endroit comme ça où, c'est une espèce de petit village où tout le monde se connaît, tout le monde connaît les histoires de tout le monde. Forcément, quand lui, il est touché par la maladie, ça affecte en fait tout le monde de manière négative par rapport au regard des autres, etc. Il l'écarte complètement de la famille. Oui. Il n'y a que la grand-mère. C'était touchant les passages où la grand-mère, du coup, elle faisait aller-retour jusqu'à Nice, dans l'hôpital où ils sont soignés, et elle prend soin de sa belle-fille, de sa petite-fille. Exactement. Et c'est vrai qu'on voit un peu ces familles un peu à l'ancienne, les années 80-90, où finalement le père il est très taiseux. Il va pas dire ce qu'il ressent, il va plutôt du coup s'acharner dans son travail, cacher ses émotions, et puis t'as la grand-mère qui... Et entre les deux, entre du coup ce mari qui a honte et ce fils, forcément c'est son fils, donc elle l'aime et elle veut être là pour lui. Moi, pour moi, c'est une lecture remplie d'humanité. Vraiment, si on parle de mort, parce que à un moment, il y a l'oncle, il meurt. Mais c'est vrai que c'est un livre très touchant. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est qu'au final, Anthony Passeron, donc l'auteur, lui-même, il a appris l'histoire de son oncle que tardivement. Un peu comme ça, en fait, l'histoire taboue, l'oncle, on n'en parle pas. Donc, on n'osait pas parler de cet oncle. C'était limite une histoire taboue. Ce que je peux comprendre, c'est vrai que c'était dans un milieu où, effectivement, il faut pas décevoir, il faut montrer une belle image. Et surtout, la famille, ils ont une boucherie, mais en fait, ils ont aussi un certain statut social dans cette zone-là. Et en fait, ils ont une certaine respectabilité aussi à maintenir. Et en fait, ce fils, en ayant en fait eu cette maladie, c'est pas de sa faute. En fait, c'est comme s'il avait mis un peu l'opprobre sur toute la famille. Et du coup, je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'on l'a un peu caché et que du coup, Anthony Passeron, lui, n'a pas connu son oncle ni son histoire. Par contre, moi, je pense à la fin de cette lecture, en fait, pour moi, c'était un écrit cathartique
pour l'auteur. En fait, je pense que ça lui a fait du bien de rendre hommage à cet oncle disparu qui on n'a pas du tout donné d'importance, et lui, du coup, grâce à cet écrit-là, lui en donne. Et c'est aussi un hommage, je pense, à sa famille, et surtout aussi par extension à toutes les personnes qui ont traversé ou qui traversent cette épreuve. C'est peut-être pour ça que ça touche aussi autant, parce qu'il se sentait vraiment concerné, en fait, finalement, par cette histoire, que lui ne connaissait même pas initialement. Donc, du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'il arrive à transmettre certaines émotions à travers son récit. C'est un récit qui est bouleversant, qui est très touchant. Et c'est ça, ce qui est beau, c'est qu'ils mettent aussi bien en avant tout le travail des médecins. En plus, ce qui m'a le plus touchée, c'est que les médecins ont souvent le même âge que les patients. Donc, ils soignent en fait des jeunes qui pourraient être leurs amis, leurs frères, leurs sœurs. Ils se sentent complètement démunis face à ces malades qui arrivent et qui savent pas comment aider. Et du coup, c'est les premiers, en fait, c'est ces jeunes médecins qui sont les premiers à vouloir se battre, à vouloir faire des recherches, essayer de comprendre d'où vient cette maladie, comment elle se transmet, comment ils pourraient soulager leurs patients. Et c'est vrai qu'on voit l'acharnement avec lequel ils se sont mis dans le combat pour pouvoir vraiment trouver pas le remède, mais trouver un traitement justement face à ce VIH. On est happé par cette recherche. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est surtout aussi, au-delà du sida, c'est surtout un hommage aux personnes oubliées des familles. Il y a tellement de sujets là-dessus. C'est sûr, mais il y a beaucoup de familles. Moi, du coup, ma mère, elle est infirmière. Et quand elle a commencé cette infirmière, c'était le début de cette maladie. Et quand, du coup, elle était stagiaire ou vacataire, et elle disait, mais en fait, les malades du sida, ils étaient dans des chambres à part. Et vraiment, c'est pareil. Il y avait même une croix qui était mise sur la poignée pour dire, voilà. Et personne n'allait réellement les soigner. Et on leur dit, non, mais si jamais tu touches la main, tu vas être contaminé. Donc, forcément, on envoyait un peu les jeunes, les stagiaires, disant, donc, elles y allaient en disant, on a un peu d'appréhension. Du coup, j'ai fait lire le roman à ma mère qui a beaucoup, beaucoup aimé. Ça lui a fait justement se souvenir de ses patients qui étaient seuls parce qu'ils souvent, ils avaient plus de famille. La société, les rejetait aussi. Il y a certains médecins qui les rejetaient parce qu'ils voulaient pas les soigner. Et c'est beau, en fait, de se remettre en avant ces femmes et ces hommes, qui étaient oubliés et qui, souvent, ils ont été rejetés par leur famille et par la société. Exactement. Ce livre, il se trouve en poche aujourd'hui. Vous n'avez plus de raison de ne pas le lire. Et encore une fois, je vous reparle un peu de l'esthétique, mais moi j'ai adoré. Donc les éditions Globe, pour le grand format, en tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est des photos personnelles. Oui, c'est des photos personnelles. Donc voilà, j'aime. Pour faire le lien avec une autre lecture, on a deux propositions ou plusieurs propositions à vous faire. L'une, c'est de rester sur l'essai et de réfléchir. En fait, si vous voulez vous renseigner sur les combats sanitaires, on va dire dans le monde de la santé, on a un livre, un essai qui s'appelle L'Empire de la douleur, donc sur l'histoire cachée de la dynastie des Sackler. On l'a lu avec Mina, on l'a trouvé très 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 bien. Et notamment, si vous voulez pas le lire, mais vous voulez comprendre ce qui s'est passé avec cette fameuse famille, vous avez sur Netflix Painkiller, c'est une série documentaire. Donc très bien. Au niveau du bouquin, c'est très dense. On a quasiment 1000 pages. Vous l'avez à côté, vous le lisez de temps en temps parce que donc il y a la série si vous voulez pas lire, sinon le bouquin et du coup Laura elle a aussi une. En le lisant, du coup, ça m'a fait penser au film 100 abattements par minute qui a eu aussi des prix et qui parlait justement de ce début de sida qui arrive chez les jeunes et c'est un film qui m'avait bouleversée à sa sortie, donc je trouvais que c'était un beau lien entre le livre, d'Anthony Passeron et ce film. Donc pour continuer cette lecture, il y a plein de choses à lire ou voir. Je me rends compte en faisant le montage qu'avec Mina, on ne vous a pas fait le résumé de l'Empire de la douleur de Patrick Radden-Keefe. C'est l'histoire d'une famille qui est à la tête d'un empire pharmaceutique et qui est responsable de l'un des plus gros scandales sanitaires de l'histoire, la crise des opioïdes. Voilà, erreur réparée. L'heure des femmes d'Adèle Bréau. Donc, le troisième roman dont on va vous parler, c'est L'heure des femmes d'Adèle Bréau. Je crois que c'est aussi encore un coup de cœur collectif. Ce roman, il est bouleversant, il est magnifique, il est beau, il est tout ce que vous voulez en adjectif amélioratif, il est vraiment magnifique. Et donc, Adèle Bréau, elle raconte l'histoire de sa grand-mère, Ménie Grégoire.
Elle est partie des archives radiophoniques et de tous les courriers reçus, il y en a des milliers, et qui en plus sont archivés, donc ça c'est génial. Et elle raconte du coup le parcours de sa grand-mère, donc Ménie Grégoire, qui a été donc une oreille attentive aussi, une oreille qui a été très écoutée dans les radios, notamment je pense les radios de nos grands-mères. Donc pareil, on a un peu honte parce qu'on n'avait jamais entendu parler de cette femme, on passe encore pour des incultes. On a déjà fait ce podcast, c'est les incultes. Et on travaille sur notre inculture. Et en fait, donc, Ménie Grégoire, donc, elle a 50 ans, elle a connu une carrière fulgurante en devenant, du coup, journaliste radiophonique. Elle travaillait, du coup, sur la radio RTL. Et elle a été la confidente de nombreuses femmes. Elle a voulu, donc, poser des questions sur les droits des femmes, s'intéresser justement aux femmes de sa génération, des plus jeunes, des plus âgées. Et finalement, elle a participé grâce à ce programme radiophonique, à permettre justement de l'évolution de ce combat pour le droit des femmes, de prendre aussi le pouls de la société et d'aider, en fait, les femmes. Et on voit que les combats, finalement, sont toujours pas terminés pour la liberté, pour les droits des femmes. Et donc ce roman, donc elle mélange aussi bien la fiction que la réalité parce que elle raconte donc la vie de sa grand-mère, mais elle met aussi des personnages féminins fictifs. Donc on va croiser les personnages de Myriel, Suzanne et Esther. Donc Myriel et Suzanne sont deux femmes dans les années 70. Donc deux sœurs que tout oppose parce qu'il y en a une qui a 30 ans, elle en aurait déjà 50 tellement qu'elle est épuisée. Elle a beaucoup d'enfants, finalement tous les jours elle s'occupe du quotidien et de la routine alors qu'elle aimerait faire autre chose de ses journées. Et sa petite sœur du coup Suzanne qui elle travaille à Paris et qui va être une des assistantes de Ménie Grégoire. Et en même temps ça se passe de nos jours avec Esther qui cache un secret dont on va découvrir qu'est-ce qu'elle cache à la fin du récit. Et en devant du coup écrire sur Ménie Grégoire, ça va lui permettre justement de se libérer de ce dur passé, de se libérer de cette emprise et de pouvoir commencer une nouvelle page. En fait, dans ce roman, il y a tout. Ça parle de l'évolution des femmes, ça parle des femmes, de leurs droits, des combats. On voit en fait que cette femme, elle a été bienveillante, elle a été fantasque, elle s'est libérée un peu des carcans de la société, surtout que c'est une femme bourgeoise. Donc, elle a en plus se libérer des carcans que la bourgeoisie et que son statut lui imposait. Elle a eu la chance d'être accompagnée par un homme qui était aussi finalement libre dans sa tête et qui lui a permis de faire ce qu'elle aimait et d'avoir aussi être appuyée sur ses filles. Enfin, vraiment, il y a tout dans ce roman et je pense qu'on peut encore sortir bouleversé, d'avoir envie de le relire et d'aller plonger dans les archives pour écouter cette voix. Ce que j'ai bien aimé avec l'histoire de Ménie, c'est que c'est une femme forte qui s'est pas laissée démonter parce que du coup, elle a commencé son émission. Au début, on lui a dit, tu vas voir, elle va être très bien et tout. Et en fait, derrière, ce que certains ne savaient pas, c'est qu'elle recevait aussi beaucoup de critiques négatives et qu'en plus de ça, sa carrière avait un impact négatif sur la carrière de son mari. Donc, j'ai bien aimé ce côté de l'histoire parce que finalement, on a la question de est-ce qu'il faut faire un choix finalement entre ma vie amoureuse et mon évolution personnelle. Et sur celle de ses filles aussi. Et sur celle de ses filles. En fait, que Ménie a sur tout à fait. Elle lui reproche, certaines. Exactement. Donc du coup, moi, je l'ai trouvé ça fort parce que même si parfois elle avait des interrogations, même si parfois on voyait aussi le côté un peu, son côté un peu faible, ses faiblesses, ou moi j'ai adoré ces moments-là où parfois on pouvait la voir en train de pleurer en fait parce que voilà, ça allait pas. C'était quand même une femme forte qui est quand même restée sur ses idées et qui a avancé et qui a fait bouger beaucoup de choses. Et j'ai adoré. Alors j'ai bien aimé également les autres personnages, dans les 3 autres personnages dont tu as parlé, Laura, parce que chacune avait son histoire, mais finalement ça rejoignait un petit peu que Ménie avait laissé un petit peu comme héritage, quoi. Ouais. Donc j'ai vraiment adoré la manière dont c'était amené. Enfin voilà. Donc gros coup de cœur aussi pour moi. Je vais repartir sur cette histoire qui est d'autres personnages. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais c'est vrai que quand il y a d'autres personnages, alors que moi, du coup, voilà, en lisant le bouquin, je suis devenue fan de Ménie Grégoire, ça c'est clair et net. J'ai aimé justement toute la part intime de sa vie familiale, la relation avec son mari, comme tu dis, le fait qu'en plus ce soit quelqu'un d'assez haut placé et qu'il soit bloqué par justement l'influence que sa femme a sur la société. Donc ça c'est très très intéressant. Et puis après, forcément, il y a d'autres personnages qui arrivent. Et moi, ça m'agace. Parce que je dis, mais moi je veux lire Ménie, et c'est très injuste parce que ces personnages, elles sont très touchantes, elles ont leur valeur ajoutée dans le roman et j'entends complètement ça, mais je peux pas m'en empêcher de penser comme ça. Je suis désolée. Moi, je pense que ces 3 femmes, finalement, c'est les milliers d'auditrices. Oui, je sais. Il fallait en mettre que 3 parce qu'on ne peut pas mettre les milliers et les millions qui manquent tous les jours. Et finalement, c'était un peu ces 3-là
représente un peu tous les sujets dont Ménie parlait tous les jours à la radio. Donc je les déteste pas du tout, c'est pas le problème. C'est comme d'habitude, je suis centrée sur un personnage et quand je dois lire, j'ai trouvé ça très intéressant, leur venue, leur histoire et tout, ça m'a énormément touchée. Mais voilà, à chaque fois, c'est genre, oui, mais d'accord, mais moi, je veux retrouver mes histoires. Et bref, à part ça, je suis très, très fan de ce livre. J'ai adoré cette découverte. Je ne connaissais pas. Et donc, moi aussi, pareil, je suis allée voir du coup sur YouTube, je suis allée m'enseigner un peu, écouter sa voix. Moi, c'était important pour moi de l'entendre parler. J'avais besoin de ça et oui, une femme extraordinaire. Finalement, on entend peu parler parce qu'elle a quand même beaucoup œuvré pour les combats pour les femmes et finalement, on entend très peu parler. C'est dommage. Heureusement qu'on avait sa petite fille pour en parler. Merci Adèle Bruno. Non, mais du coup, je vous rejoins dans tout ce que vous dites. C'est vrai que moi, le parcours de Ménie Grégoire, je le connaissais pas non plus. J'ai découvert grâce à ce livre. Et j'ai été fascinée en fait par le courage aussi de cette femme parce qu'elle a quand même osé affronter un peu déjà son milieu, même si elle a la liberté grâce à son mari, parce que c'est vrai que c'est pas son mari, il a quand même laissé faire ce qu'elle voulait et l'a pas non plus, lui a pas mis des bâtons dans les roues, mais c'est surtout aussi son courage d'affronter aussi la société dans laquelle elle vivait. Et voilà, elle osait parler de sujets qui étaient, enfin moi, il y a des choses que je me suis dit, mais c'est pas possible que les femmes ne sachent pas. Mais au final, si, c'est possible parce que si on ne dit pas les choses, si on peut pas savoir. Et bon, voilà, je vais pas revenir sur cette période-là, mais par contre, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le personnage d'Esther. Donc, c'est la personne qui enquête à l'heure actuelle sur Ménie Grégoire, donc qui va se rendre dans les archives, qui va faire des recherches, etc. Et en fait, elle a aussi, du coup, sa propre histoire. Et en fait, en enquêtant sur Ménie, parce qu'elle doit déjà d'abord faire un article sur elle. En fait, elle se rend compte qu'en fait, sa position à elle, c'est limite que tout ce qu'elle avait fait Ménie avant, en fait, c'est comme si elle les rejetait un peu parce que en étant dans une situation où elle subit l'emprise, elle se dit mais zut, il y a des femmes qui sont battues avant pour que justement les femmes soient indépendantes, autonomes, voilà. Et moi, je suis dans cette situation-là où je suis sous emprise et le fait d'enquêter sur cette femme-là, ça lui a été salvateur. Ça lui a permis de s'ouvrir, de s'ouvrir et de s'extraire aussi d'une relation très 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 toxique et c'est vrai que Ménie a encore raison. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé ça très fort parce que je me dis c'est vrai qu'au final, aujourd'hui, on vit quand même dans une société où les femmes ont certains droits, mais pas tant que ça, parce que d'autres femmes se sont beaucoup battues dans le passé et en fait, c'est aussi à nous, nos générations, de poursuivre pour que les autres générations aient des droits. Et voilà, donc je trouve que c'est important de connaître ces femmes parce que si on les diffuse pas, en fait, c'est limite si on balayait tout ce qu'elles ont fait. Et moi, je trouve ça tellement dommage parce que voilà. Donc même que toutes les quatre, on n'ait jamais entendu parler de Ménie. C'est énervant. Oui. Je trouve que justement, elle a eu raison, sa petite fille, d'écrire ce bouquin. Et juste pour finir sur une partie un peu encore esthétique, c'est encore moi qui me ramène, mais on est toutes d'accord, la couverture est magnifique. Le bleu est beau, et puis c'est une radio, une vieille radio. Et vraiment, moi, j'aime trop. Ouais. Et du coup, en ouverture, justement, par rapport à la radio, parce que j'adore la radio, j'écoute tout le temps la radio. Et en fait, ça que j'ai aimé, c'est du coup cette voix, parce que finalement, ces voix de radio, elles nous accompagnent, elles nous font grandir, quoi qu'on écoute. Et du coup, j'ai deux ouvertures pour continuer sur ce roman. Il y en a un, c'est un livre qui m'avait beaucoup touchée, ça s'appelle « Il faut beaucoup aimer les gens » de Solène Bakowski. Donc pareil, c'est aussi, on a des personnages, mais on a aussi une voix à la radio que des personnages écoutent, eux, toutes les nuits. Ça leur permet, ceux qui travaillent de nuit, ceux qui sont insomniaques, et au fur et à mesure, ces personnages vont avoir un lien. Et cette voix à la radio, elle est aussi très importante, et moi, celui qui m'avait bouleversée aussi. Et un deuxième, c'est un film, cette fois-ci, s'appelle Les Passagers de la Nuit, avec Charlotte Gainsbourg et Emmanuel Béard. Ça passe à la Maison de la Radio. Et c'est pareil, donc du coup, c'est cette femme aussi qui est jouée par Emmanuel Béard, qui a ça dans son émission radiophonique, et qui prend les appels aussi des auditeurs, qui les accompagne, qui les aide. Et c'est génial. C'est vraiment un film à voir.
Alors, Mina et moi, on va présenter Les routes oubliées de Sean A. Cosby. Et du coup, Karen et Laura vont présenter On était des loups. De Sandrine Colette. Avec Mina, on a lu Les routes oubliées. Alors, de quoi est-ce que ça parle? Alors déjà, première chose à savoir, on est totalement dans l'action. Là, c'est vraiment de l'action. De qui on parle? Alors, le personnage principal, vous allez adorer son nom comme moi, c'est sûr. Il s'appelle Beauregard Montage. Et Beauregard Montage, en fait, c'est un homme qui a décidé de se ranger. Il vit avec sa femme et ses 2 fils. Et à la base, il participait à des braquages pour pouvoir un peu arrondir ses fins de mois. Donc, il a décidé de se ranger, d'ouvrir un garage. Mais le problème, c'est que il a des problèmes financiers. Donc il est tenté de recommencer. Voilà. Exactement, t'as tout compris. Donc, il se retrouve à un moment donné au pied du mur. Donc, il se dit, je vais quand même... il faut que je fasse quelque chose, quoi. Parce que, voilà, là, c'est vraiment des gros problèmes. Et il décide, donc, de participer à un dernier braquage. Malheureusement pour lui, avec des bras cassés. Donc, une bande d'idiots. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Beauregard est très intelligent. Donc, en fait, avant de participer à un braquage, de faire quoi que ce soit, il réfléchit vraiment à tous les détails. Ouais, mais vraiment tous les détails. Et les autres, donc les personnes qui vont participer avec lui à ce braquage, ne sont pas du tout pareilles. Et forcément, vous l'avez deviné, ça va mal se passer. Donc voilà. Alors, c'est pour ça que c'est aussi sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire. On est totalement dans l'action. En plus, voilà, c'est du polar. Et alors, Sean A. Cosby, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a gagné quand même des prix aux États-Unis avec ce bouquin. Là, il était aussi, il avait le prix de la nouvelle voix, des nouvelles voix du polar aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un auteur quand même, je pense, qui est à suivre parce que dernièrement, il a encore gagné avec son tout dernier bouquin, donc Le sang des innocents, le Grand Prix des lectrices Elle. Voilà, donc du coup, je pense que c'est un auteur qui peut être à suivre quand même. Ouais, c'est son premier roman et en fait, c'est premier roman, premier succès. Ouais, vraiment, il a eu plein de prix aux États-Unis et du coup, pareil en France. Et là, le deuxième, c'est dans la même lignée parce que, pareil, il a été bien encensé aux États-Unis et là aussi en France. En tout cas, moi personnellement, je n'ai lu que des très bons avis. Juste pour préciser, mais je sais que je fais pas partie du duo, mais je tiens juste à préciser que Denis Lehan, qui a écrit Mystic River et bien d'autres que j'adore, Shutter Island aussi, il a écrit un véritable bijou de roman noir américain, impérieux, actuel et parfaitement maîtrisé. Il a même été encensé par Stephen King qui dit un roman effréné et sans compromis. Donc non, mais ouais, pour moi c'est. Mais du coup. Pourquoi il a bossé sur le braquage? Alors, je vais t'en dire plus sur l'histoire de braquage. Parce que lui, il braque pas. Lui, il conduit. Donc, lui, il adore la conduite, il adore les voitures. Donc, il attend que les autres. Son rôle, c'est de conduire. Il conduit parfaitement bien. Donc, son rôle, c'est vraiment de conduire. Donc, de conduire et je dirais aussi de réfléchir. Ah, bah oui. Ouais, très stratège. Il est vraiment très intelligent. Donc du coup, voilà. Mais bon, ça va mal tourner. Et ça tourne mal aussi parce que tu as toute cette histoire aussi... t'as des personnes qui écoutent pas, t'as de l'égoïsme derrière, t'as de la jalousie, t'as plein de choses, qui font que, ça tombe pas, forcément comme on l'aurait voulu. Et puis, toute l'histoire se déroule à partir de ça. Alors, il n'y a pas de temps mort dans ce roman. On est toujours, on reste vraiment happé, en fait, par l'histoire. Il y a vraiment 0 temps mort, quoi. Donc, à chaque fois, moi, je sais que j'étais un peu, pas stressée, mais j'étais vraiment tenue en haleine jusqu'au bout. Je me disais, oh merde, mais pourquoi? Et c'est un véritable page turner. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Pareil, c'est très difficile d'arrêter la lecture. Pour moi, c'est ce roman, dès que je suis rentrée dedans, en fait, l'auteur, il donne le ton dès le début. L'écriture, elle est très rapide et très visuelle. Donc, en fait, je parlais de Fast and Furious parce qu'en fait, on s'imagine vraiment être avec Beauregard, en fait, qui se fait nommer Bug. Et en fait, on rentre dans le milieu, alors, très, très macho des voitures et des courses automobiles. Alors après, moi, c'est pas du tout un milieu qui m'intéresse en soi, mais en fait, ça m'a pas gênée parce que dans ce roman-là, il y a aussi le côté très psychologique. Donc en fait, Bug, Beauregard, il est partagé entre sa famille, son passé et la réalité qui le pousse à faire un choix qui ne correspond pas à ce qu'il voudrait faire,
Mais en fait, il est obligé de le faire pour sauver sa famille, en fait, d'une certaine situation. C'est pas du tout. En fait, il veut sauver sa famille, il l'a foutu lui-même dans la merde. Enfin, mais pour lui, c'était un truc facile à faire, en fait. Moi, je m'engage déjà alors que Non, mais en fait, il se lance dans un truc qu'il est obligé de faire. Enfin, il est pas obligé de le faire, mais il se dit, je vais faire ça pour sauver ma famille parce qu'ils ont besoin d'argent. Et du coup, c'est la seule solution où il peut trouver de l'argent rapidement. Sinon, il perd son garage. Donc, au final, il met toute sa famille dans l'embarras. Et il se dit, j'ai besoin d'argent rapidement. Voilà. Cool. Alors que lui, en fait, il aspire à une vie rangée. Lui, il est là, il veut rentrer tous les soirs voir sa famille, sa femme et ses filles. Enfin, il veut ça, mais là, il y a une situation qui fait qu'en fait, il est obligé de trouver de l'argent. Et malheureusement, la seule chose qu'il sait faire vite et bien et dans lequel il sait qu'il va avoir de l'argent rapidement, c'est être conducteur. Et du coup, en fait, on l'appelle, c'est pas lui qui décide d'aller là. En fait, on lui dit tiens, si tu veux, vu que tu as tu nous dois une dette, si tu peux entre guillemets l'effacer si tu fais ça. Et lui il se dit pour sauver ma famille je suis obligée. Alors après on comprend pas, voilà, mais en tout cas lui c'est sa seule possibilité parce que il peut pas aller faire un emprunt à la banque ou des choses comme ça. Et après il y a aussi tout l'héritage psychologique. Pug il vient aussi d'une lignée de on va dire de braqueurs parce que son père aussi il était dans le milieu, on va dire ça comme ça, et en fait lui il veut s'en affranchir, il veut vraiment se dire non, moi je veux une vie rangée, etc. Et en fait c'est parce que tout ce côté, moi j'aime beaucoup les atavismes familiaux. C'est en fait des fois t'as pas envie de faire quelque chose mais t'es rattrapé par ton hérédité ou ton passé, et en fait t'es obligé. Et voilà, je trouve que l'auteur du coup il réussit avec brio à réunir le côté dynamique et le côté psychologique dans ce roman et dans cette lecture. Et en fait franchement moi je peux juste vous conseiller parce que même si on n'aime pas du tout le domaine voilà. Alors, les braquages, ça ne m'intéresse absolument pas. C'est ça, ta braquage, ta voiture. Enfin, au début, moi, j'ai trouvé, quand j'ai commencé la lecture, je me suis dit, ça c'est pas trop mon style. Après, je me suis laissée embarquer par la lecture. Je trouve qu'il écrit bien quand même l'auteur, et que il arrive quand même à donner du contenu en fait à son personnage principal. Et puis moi c'est comme ça que je l'ai vu, mais je trouve aussi que Beauregard, il est un peu partagé, c'est-à-dire qu'il aime pas tout ce qui est en lien avec les braquages, mais il aime bien conduire. Donc en fait, quand il est dans sa conduite pendant le braquage, il adore parce qu'en fait il fait des trucs de fou et ça c'est sa vie en fait finalement, et il se rend compte que c'est quelque chose qui le rend beaucoup, qui le rend heureux, et pour lui il ne sait faire que ça. Je suis curieuse. En plus, c'est bien, c'est qu'il y en a deux sur la table, donc chacun est parti avec un roman. Non, je suis curieuse par l'écriture, parce que vous avez donné un petit peu en haleine aussi sur l'intrigue, donc c'est vrai qu'il a tellement pris, on entend tellement parler que j'ai hâte de savoir et découvrir un peu sa plume. Il est aussi très très cinématographique. Oui, c'est vrai. Pour moi en fait, je me suis vue. Tout de suite j'ai réussi à m'imprégner des lieux, et en fait pareil, quand il était dans sa voiture de braquage, je voyais limite. C'est un roman très cinématographique. En fait pour moi c'était comme un film. En fait les pages se sont tournées vraiment très très vite, et j'ai pas vu le temps passer. Moi c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Donc il faut pas qu'on le dise trop à Karine, parce que oui en fait ça va pas aimer. On s'en s'égale. Il y a eu beaucoup de prix. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui interviennent? Est-ce qu'il y a un personnage historique? Le père. Non, alors, je suis pas hyper convaincue. Par contre, c'est vraiment cette photo que je trouve magnifique, cette couverture. Cet homme-là, je sais pas, faut vraiment quelque chose décrire. Il y a un œil, une bouche, un nez. On va les rides, on va les. J'aime trop. Et donc, du coup, je suis désolée. J'avais parlé, c'était très intéressant, mais je vais choisir en plus la couverture. Je vais voir ce que cet homme a à me dire. Voilà. Alors, on a hâte d'avoir son retour. Du coup on va passer à un autre. On a réfléchi avec Laura pour voir un bouquin qu'on avait en commun, et c'est vrai que moi toute l'année 2023 j'ai parlé de Sandrine Colette systématiquement. Donc on était des loups, j'ai tellement été émue à le lire, il m'a complètement envahi. C'est l'histoire, donc déjà pour situer un peu, parce que je crois qu'il y a une histoire de paysage derrière. En fait c'est une auteure qui je suis plus en ligne, c'est une auteure que moi j'ai découvert mon salon de polar, et pourtant je ne lis pas de polar. Je suis pas fan de polar, et du coup elle était là, elle était très sympathique, et de discuter avec elle, ça me donnait envie de lire ses romans. Donc j'ai commencé par lire ses polars, et du coup en 2023 de mémoire elle a sorti rentrée 2022.
Elle a sorti pour une première en littérature blanche, je crois que c'est J.C. Lattès, il me semble. Et en fait, ce que j'aime avec elle, c'est la nature. C'est qu'en fait, la nature, elle a une place importante, mais aussi bien dans ses polars que là, pour ce premier roman en littérature blanche. Et c'est un personnage à part entière, la nature. Il y a des très très beaux descriptions des paysages, des arbres, enfin, ce qui est un peu, il y a quand même beaucoup de chevauchés dans ce livre et on est dedans, quoi. Ce livre, oui, en effet, on parle de l'immensité de la forêt, du besoin de vivre avec la nature. C'est surtout l'histoire d'un homme qui, par choix, a décidé de vivre isolé et qui a rencontré une femme, il a trouvé l'amour, il est très heureux et cette femme, elle veut un enfant. Elle a cet enfant, ils vivent donc à 3 dans une maison complètement isolée et un jour il rentre de la chasse, il est parti, en fait il part souvent 2-3 jours pour chasser et il revient et en fait il retrouve sa femme morte, tuée par un ours et elle a protégé son enfant, son petit garçon, et donc lui est toujours là. Et donc c'est l'histoire d'un deuil, c'est l'histoire d'une relation père-fils qui n'est toujours pas faite parce qu'en fait la relation elle naît à travers, ouais, exactement. C'est ce deuil en fait. Complètement. Et en fait, c'est une histoire d'amour, c'est de l'amour en fait, où en fait c'est un homme qui est tellement malheureux d'avoir perdu sa femme qu'en fait il est incapable. Tout son projet de base, ça va être, je ne peux pas garder l'enfant, je ne vais pas garder le gamin. Il représente sa femme. Mais je suis incapable de m'en occuper parce que je n'ai pas ce lien paternel en moi. Oui, je le voulais pas. Je le voulais pas. Je suis pas du tout un bon père et du coup je n'en veux pas. Et il peut pas vivre avec un enfant le laissant comme ça alors qu'ils sont complètement isolés. Enfin, il réfléchit pratique et surtout il est très très mal cet homme. C'est réfléchit pratique et finalement après la pratique c'est l'amour qui l'emporte et moi c'est ça qui m'a bouleversée. C'est la naissance d'un père mais c'est tellement beau et il est beau cet homme donc on l'aime. Ah ouais. Donc j'ai été extrêmement émue, j'ai pas pleuré mais j'ai été bouleversée et surtout il se lit très très vite. Ouais. Il y a donc la nature. En fait, on est dans la tête d'un homme. Il faut quand même se l'imaginer. Cet homme-là, c'est quelqu'un qui a peu de paroles même dans sa tête. Ouais. Il a très taiseux. En fait, il est très solitaire, je pense, aussi bien en lui-même qu'en extérieur. Et du coup, taiseux dans sa tête et taiseux dans la vie de tous les jours. Et donc, en fait, il parle pas. Donc, on est dans sa tête. Et donc, du coup, ses pensées sont extrêmement simples. Et en même temps, je sais pas comment vous expliquer à travers cette simplicité-là. On voit tout ce qu'il y a derrière. La plume est juste magnifique. Enfin, il y a une maîtrise de l'écriture mais qui est impressionnante. On a tout ce côté sauvage, ce côté nature, toute la chevauchée. Enfin, c'est magnifique. Enfin, c'est un livre qui nous bouleverse, qui émeut, qui est super beau. Ça me fait un peu penser des fois, il y a un côté un peu conte avec cette nature très présente. Tellement c'est un roman d'initiation parce que c'est l'apprentissage d'un homme à devenir père. Et en fait, on assiste à la renaissance d'un homme et cet homme il est magnifique. Et puis je l'ai vu, moi j'ai eu l'occasion d'aller voir, donc j'ai vu Sandrine Colette parler, c'était pour sur un autre sujet, je sais même plus pourquoi. Si, c'était très sympathique. Et puis même quand elle s'exprime, elle est humble, elle a plein de bienveillance en elle est très très gentille et je vous dis même ces polars, moi je recommande mais je guette parce qu'elle sort son prochain roman en septembre, alors je le guette. Alors moi je veux bien découvrir ce roman parce que moi j'avais déjà découvert Sandrine Colette grâce au roman Ces orages-là et j'avais bien aimé cette lecture parce qu'en fait, en tout cas de mémoire, elle arrive avec peu de mots à faire ressentir des sensations et en fait, voilà, moi j'avais bien aimé ce roman-là mais de ce que vous dites sur ce nouveau, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose mais sur une autre thématique et je me dis pourquoi pas. Moi j'aime bien découvrir. Donc du coup, je pense que je le lirai aussi. La manière dont vous l'avez présenté, c'est très joli. Donc, ça me donne envie. C'est un peu le même style que Cécile Coulon, tu sais. J'ai pas lu Cécile Coulon. Alors, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Pas du tout, non. Moi, j'ai lu Cécile Coulon et j'ai Sandrine Colette, pour moi, c'est différent. Par contre, j'avais lu le roman de Jim, de Pierrick Bailly, dont on avait vu La Foudre. Et en fait, moi, j'ai préféré le roman de Jim, et du coup, c'est pareil, c'est un beau-père, mais c'est un beau-père qui apprend à devenir père parce qu'il accompagne, du coup, un enfant qui n'est pas le sien, mais donc c'est lui qui l'élève. Et pareil, la relation paternelle, elle est juste tellement belle, quoi. C'est plein de sujets dans Sandrine Colette. C'est surtout une ambiance, en fait. Oui, c'est ça. Donc, j'espère que vous serez charmés. Si vous l'êtes pas, vous en dites. Oui, j'ai pas envie. C'est un sujet sensible. Ça y est, l'épisode 3 est terminé. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. C'était Karen, Laura, Karine et Mina.
À la prochaine!